chronique de la monarchie populaire. On peut toujours donner une interprétation tendancieuse aux événements historiques, mais il reste les faits, les documents d'archives, les édits, les actes notariés, les dossiers des jurants des droits coutumiers, les guildes des libertés régionales à découvrir dans les greniers, mairies ou églises, comme dormant quelquefois chez les particuliers. Ces faits représentent l'honneur de la mémoire du passé comme du respect de nos anciens, qui, de là-haut, n'apprécient pas que l'on dénature leur histoire. Nous allons tenter d'apporter quelques lumières sur la vie de nos ancêtres, qui, et vous le comprendrez aisément en écoutant, n'est pas enseignée dans nos écoles. La République n'y survivrait pas. Écoutons l'historien Pirenne qui disait « L'histoire semble avoir été écrite par ses propres ennemis. Une société de service. » La féodalité au sens médiéval du mot ne répondait plus à rien en 1789, disait Albert Soboul. Il faut, pour comprendre la vie de nos ancêtres, nous débarrasser de tout préjugé ancré dans nos esprits par l'enseignement étatisé de la République, dont le but est justement de détruire toute référence au passé, et pire, le dénaturer en y apportant des images les plus caricaturales possibles. Cage de Louis XI, roi fainéant, arbitraire royal, esclavage de la société, etc. Tout ce qui peut salir notre passé pré-révolutionnaire est accueilli avec délectation pour ainsi renforcer et glorifier l'arrivée des Lumières et 1789 comme une libération populaire attendue depuis 8 siècles. Il faut regarder, comprendre, étudier avec les yeux et l'esprit d'alors, afin d'éviter de grandes maladresses, des jugements trop hâtifs et une incompréhension totale des situations vécues. Loin d'idéaliser cette période, pourtant obscurcie à souhait par nos contemporains, gardons l'esprit critique, regardons la vie communautaire vécue alors intensément, écartons les affres du temps, épidémies et guerres, et comparons certaines conditions de vie, et nous verrons ce que nous pouvons tirer comme enseignement pour aujourd'hui et demain. Écoutons Pierre Gaxotte. En 1 heure de voiture, on passe d'un bon pays dans un mauvais, d'une terre grasse à un sol ingrat. Il suffit d'un jour de grêle pour mettre un village dans la désolation. Une récolte qui s'annonce bien en juin est misérable en juillet. Un printemps ensoleillé rachète un hiver détestable. D'une année à l'autre, tout change. D'une province à l'autre, tout varie. Malgré des hauts et des bas, suivant les époques, le commerce connaissait depuis longtemps les échanges internationaux et des produits du monde entier étaient vendus sur nos marchés de France. Jean-Pierre Poli, dans La Provence et la société féodale, disait « Lorsque les Lombards viennent aux foires de Saint-Gilles ou de Fréjus, ce n'est pas seulement pour apporter la soie et les épices et remporter des fourrures. Ce qu'ils chargent dans leurs grosses nefs, c'est le sel qui passe au ton-lieu de Gênes, le bois descendu par le Rhône jusqu'à Saint-Gilles. C'est le blé, les ballots de drap qui ont passé tous les ton-lieux. » Dans l'identité de la France, Fernand Braudel cite les foires où se vendaient les draps de Saint-Riquier, de Chartres, d'Étampes, de Beauvais, d'Amiens, d'Arras. Au XIIe et XIIIe siècle, la France était en plein essor. Rouen, Laval, Arras, Reims s'enrichissaient. Les tapisseries, les filatures de lin et de chanvre, les teintureries et les drogues, draperies, soie et toiles fines faisaient le bonheur des grands marchés et foires comme Tournus, Mâcon, Bar-sur-Seine, Troyes, Cluny. La Normandie au XIe siècle avait la jouissance du port de Dungeness en Angleterre. Au XIIe siècle, la Guyenne exportait vers l'Angleterre 900 000 barriques de vin, chiffre que Bordeaux ne retrouvera qu'en 1953. Parlons du travail. On oublie que la Renaissance du XIe siècle fut le fruit de l'organisation féodale. Grâce à elle, l'anarchie antérieure disparut et le progrès économique en sortit. Défrichement, élan démographique, perfectionnement technique, ville nouvelle. Certains domaines seigneuriaux représentaient de grandes exploitations employant quantité de main-d'œuvre et battaient le tocsin de l'embauche saisonnière à chaque moisson. La rémunération y est intéressante. Écoutons J.M. Richard, G. Sivry et Georges Duby dans l'histoire de la France rurale de 1340 à 1789.
Vers 1320, les moissonneurs artésiens de Thierry d'Hirson prélèvent en guise de salaire la 12e gerbe. En 1334-1335, à Renaud-Folly, sur les bords de la Sambre, dans le domaine du comte de Hainaut, il fallait au maximum 130 jours de travail au faneur le plus mal rémunéré, 6 deniers tournois par jour, qui achetait du froment au prix fort, 33 sols le muid de Mons, pour acquérir environ 500 kilos de pain, soit, en gros, sa consommation annuelle de céréales. Mieux, autour de 1338, un journalier provençal pouvait, en se louant moins d'un quart d'année à la commanderie des hospitaliers à Brasse, recueillir en salaire l'équivalent des profits d'une exploitation paysanne de 12 hectares. N'oublions pas que la France est diversité et qu'à d'autres endroits le travail est moins rémunéré, que certains seigneurs parviennent juste à se nourrir et que les communautés rurales se dégagent petit à petit de l'emprise de ceux-ci. Il faut considérer que la production agricole française représentait la principale force économique de notre pays, donc soumise aux aléas du climat. Les populations vivaient avec les risques d'épidémies et disettes, sans compter les bandes armées et pillards d'hiver. Enfin, encore mal maîtrisées par le pouvoir royal s'organisant. Quant aux guerres, elles se passaient le plus souvent à l'extérieur de nos frontières. Parlons maintenant d'une forme de démocratie et des libertés des communautés. Les villages, communes, paroisses se géraient entièrement et pourraient faire pâlir par leur vigueur nos communautés d'aujourd'hui. Les pères de famille se regroupaient dans des confréries destinées aux devoirs religieux, aux discussions d'intérêts communs, entretien de la voirie, entraide, assistance aux pauvres, ordre public. On se retrouvait souvent après la messe dans l'église, ou devant, pour débattre des problèmes en cours. Dans l'ancienne France, on votait beaucoup, et plus qu'aujourd'hui. Les hommes sont tous des féodaux. Si le seigneur est armé, le marchand l'est aussi, dans ses déplacements. On retrouve l'esprit de l'époque romaine, où l'homme était soldat et agriculteur. Franz von Brentano, dans le Moyen-Âge, disait « Les patriciens vont au combat entourés de leurs clients, comme les barons escortés de leurs vassaux. » Il était courant de voir les mères de famille se réunir après la messe pour l'élection d'une sage-femme attitrée. Nous sommes loin de la pagaille démocratique, mais c'est peut-être pour cela que l'organisation monarchique était plus humaniste, plus responsable et donc de caractère social. Comprenons bien la véritable démocratie, ou plutôt démophilie. On votait pour des choses concrètes, et non, comme nous le voyons trop souvent, inutilement, car les jeux sont faits. Que valent nos consultations dites démocratiques d'aujourd'hui ? Le président de la République, Nicolas Sarkozy, le 21 juillet 2008, disait « Les Irlandais devront revoter le traité de Lisbonne qu'ils ont rejeté par référendum le 12 juin. » Le Danemark, après avoir voté non en juin 1992 au traité de Maastricht, a finalement voté oui un an plus tard. L'Irlande en 2001, qui avait déjà voté non au traité de Nice, a aussi finalement voté oui un an plus tard. Le référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe le 29 mai 2005 fut négatif et pourtant, faudrait-il parler de toutes les élections sponsorisées par millions que nous payons et dont la représentation est partisane et non méritée. À quand la compétence choisie et non l'idéologie ? Ce serait un progrès, l'avenir. Sommes-nous si évolués pour ne pas avoir compris cela, alors qu'aux temps médiévaux, si imparfaits pourtant, les élections étaient plus efficaces et représentatives qu'aujourd'hui. Voilà l'empirisme, voilà les leçons du passé, voilà pourquoi le passé n'est plus enseigné. Le citoyen pourrait comprendre, la vérité rend libre. L'Église dans cette société chrétienne recoupait les fonctions laïques et religieuses, où tout événement est annoncé au son des cloches du village. L'Église suppléait à l'ordre social, mais ne dirigeait pas l'État, car le roi de France était sacré, comme un évêque, et donc tempérait les exigences des ecclésiastiques. L'organe essentiel de la communauté était formé par la réunion des chefs de famille, qui pouvaient y siéger et y voter. On voit parfois les veuves y tenir leur place. On peut signaler la place de la femme alors. N'oublions pas qu'en République, son droit de vote est récent.
Continuons avec l'histoire de la France rurale de 1340 à 1789. L'assemblée des manants et habitants se tenait un dimanche à l'issue de grandes messes, après annonce par le desservant au trône. Dans les solides communautés du Midi, riches de leur tradition médiévale, on se réunissait à la maison de ville, sous la présidence des consuls. Ailleurs, la séance se tenait à la porte et principale entrée de l'église, et l'on peut encore voir dans certains villages le porche garni de bancs de pierre qui servait à cet usage. L'assemblée jouissait d'une très large liberté, même lorsqu'elle était présidée par des officiers seigneuriaux. C'est elle qui prenait toutes les décisions importantes pour la vie de la communauté, qui élisait ses représentants et ses agents. De même, l'Assemblée était consultée sur toutes les affaires concernant la communauté. Érection d'une justice seigneuriale nouvelle, transfert du revenu de la cure, création d'un marché, rédaction des coutumes. On y discutait de tout. Impôts, exemptions, droits et privilèges communautaires. En fait, tous possédaient des privilèges en ancienne France. Choix du maître d'école, aménagement et construction. Les pauvres avaient des droits. Glanage et usage des chaumes après les récoltes, utiliser les biens communaux, etc. On partageait les tâches de la vie communautaire pour le bonheur de tous. On est loin de l'assistanat d'aujourd'hui. Il est toujours bon de sortir la vérité des archives afin de confronter les incohérences de la pensée dominante. Inlassablement, nous montrerons le caractère indéniable de l'humanisme réel, d'une institution ancrée dans l'inconscient collectif de notre peuple, le caractère social et populaire de la monarchie. Notre jour viendra.